Allô, André. Salut, Amy. Donc, je pense qu'on peut commencer. Oui, Oui, c'est vrai, parfait. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à notre premier webinaire d'une série sur percer le secret des indicateurs de ressources humaines. Aujourd'hui, ce qu'on veut vraiment faire avec vous, c'est un webinaire interactif où vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous avez sur les indicateurs en lien avec la démographie et la structure organisationnelle de votre organisation. Donc, c'est vraiment ça le plan de match aujourd'hui. Donc, on va commencer tout d'abord par se présenter, ma collègue et moi. Ensuite, on va parler un petit peu des prochaines activités. On va rentrer dans les indicateurs de démographie et de structure organisationnelle. On veut vous en présenter quelques-uns qu'on a trouvés quand même assez intéressants, qui peuvent être intéressants aussi pour votre organisation à mesurer cette année. Et finalement, on va continuer l'activité par une période de questions. Donc, là, pour l'instant, on a 1 heure de prévu ensemble, mais la durée du webinaire va vraiment dépendre de vous. Donc, il y a quelques semaines, on a affiché sur notre site Internet un article de blog qui portait justement sur les indicateurs de démographie et de structure organisationnelle. Cet article de blog-là, justement, se voulait un peu un préambule de cette activité-là qu'on va avoir ce midi. Donc, c'est vraiment une liste complète de tous les indicateurs qu'on peut recenser pour mesurer votre démographie et votre structure organisationnelle et que vous puissiez ensuite, justement, prendre cette liste-là, regarder ces indicateurs-là et voir celui-là, je ne le connais pas, à quoi il sert, qu'est-ce que je peux faire avec cet indicateur-là. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut faire avec vous ce midi. Donc, c'est de pouvoir répondre à vos questions. Donc, qui on est? André et moi travaillons pour Cara RH. Donc, Cara RH, qui c'est? C'est un fournisseur d'une solution d'analytique en ressources humaines qui s'appelle Cara Analytics. Donc, on existe depuis peu. Donc, avant, vous nous aviez souvent entendu dire Cara par les gens de Saint-El. Donc, maintenant, c'est officiel. Nous sommes Cara RH avec la solution Cara Analytics. Donc, nous sommes 9 personnes complètement dédiées à l'analytique en ressources humaines. Donc, notre offre s'étend de l'accompagnement jusqu'à la formation de vos équipes en analytique RH. On peut vous aider aussi avec tout ce qui est l'audit de votre tableau de bord en ressources humaines. On peut vraiment également faire l'audit de la qualité de vos données en ressources humaines parce que c'est bien le fun de pouvoir analyser des résultats, analyser vos données. Mais si la donnée que vous utilisez en arrière n'est pas bonne, les résultats que vous produirez ne le seront pas plus. Et finalement, nous avons aussi une solution d'analytique en ressources humaines qui s'appelle Cara Analytics. Cara Analytics, c'est bien entendu des indicateurs, plus de 350 indicateurs. C'est des fonctionnalités de tableaux de bord, donc des tableaux de bord préconfigurés, des tableaux de bord que vous pouvez créer toutes pièces, mais c'est également des analyses sur des enjeux spécifiques qui vous aident à cibler où sont les problématiques de votre organisation et que vous puissiez justement élaborer des initiatives qui vont être très spécifiques à ces problématiques-là et qui vont vous aider justement à régler certaines situations de votre organisation. Et au travers de tout ça, on peut rajouter aussi des fonctionnalités de sondage. On a Power BI qui est préintégré aussi pour faciliter vos analyses. Ce que vous voyez actuellement, c'est vraiment une liste des clients qui ont la solution Cara au sein de leur organisation. Et vous pouvez voir une photo des 9 personnes complètement dédiées à l'analytique RH juste là. Comme à l'habitude, je suis accompagnée de ma collègue, vous la connaissez certainement, André Laforge. Donc, André, c'est la présidente de Cara RH et également la chef de produit Cara Analytics. Ça fait plus d'une dizaine d'années déjà qu'elle se consacre à l'analytique en ressources humaines. Donc, elle accompagne les organisations, elle rédige des blogs, elle participe à de nombreuses tribunes sur le sujet aussi. Donc, on est comme d'habitude bien heureux de l'avoir avec nous. Donc, c'est principalement elle qui va répondre à toutes vos questions que vous avez préparées aujourd'hui. Et de mon côté, je m'appelle Émilie Ruel, donc je suis conseillère en analytique RH chez Cara. Donc, mon rôle principalement, c'est d'aider les organisations à mettre en place leurs projets d'analytique RH et également à aider les organisations, comment je dirais, à se benchmarker. Donc, moi, c'est mon petit dada, donc de voir où est-ce que vous vous positionnez par rapport au marché. Donc, c'est vraiment ce que je fais. Donc, avant de commencer, on va déjà passer un petit moment sur les prochaines activités. Donc, tout d'abord, au courant de la semaine, vous allez recevoir un sondage de satisfaction.
Donc, c'est un sondage qui vise à connaître justement votre opinion sur l'activité et à peut-être faire des commentaires qui pourraient nous aider, à nous améliorer ou à soumettre des idées sur les prochains webinaires que nous pourrons tenir. Donc, si jamais vous avez des idées de sujets que vous aimeriez aborder par rapport aux ressources humaines, mais particulièrement à l'analytique en ressources humaines, on vous invite à les partager justement dans ce sondage de satisfaction-là. Et ensuite, la semaine prochaine, vous allez recevoir un courriel avec la présentation ainsi que le lien vers l'enregistrement du présent webinaire. Et ensuite, notre prochain webinaire va avoir lieu le 20 mai prochain. Donc, on va continuer sur la série Percer le secret des indicateurs en ressources humaines. Et là, on va passer sur les indicateurs d'équité, de diversité et d'inclusion. Donc, bientôt, vous allez pouvoir également recevoir l'article de blog qui va contenir la liste complète de ces indicateurs-là et vous allez pouvoir vous préparer. Vous allez recevoir également dans le chat le lien pour pouvoir vous inscrire. Donc, si jamais c'est une activité qui vous intéresse, de participer aux indicateurs, à percer les indicateurs, excusez-moi, de démographie, d'équité et d'inclusion. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir le 20 mai prochain. Donc voilà, on va amorcer l'activité tout d'abord. On va regarder un peu les indicateurs. Je sais que ça, c'est une slide que vous avez peut-être vue lors de nos derniers webinaires, mais c'est quelque chose qu'on veut vraiment aborder encore une fois. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va vous présenter quelques indicateurs qui pourraient être intéressants pour votre organisation. On vous a présenté une liste aussi d'indicateurs qui pourraient être intéressants et qui existent actuellement pour mesurer la démographie et la structure organisationnelle. Des indicateurs en ressources humaines, il y en existe plus de 500 en tout dans tous les types de domaines en ressources humaines. Donc, vous allez vous retrouver avec une liste et de savoir lesquels choisir, des fois, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, voici des critères de sélection. Donc, comment choisir les bons indicateurs? Tout d'abord, vous devez comprendre les objectifs de votre organisation. Donc, comme vous le savez, votre stratégie en ressources humaines et les objectifs de votre département RH vont vraiment varier en fonction des objectifs de votre organisation et de sa stratégie. Donc, bien entendu, si vos objectifs sont alignés avec la stratégie de votre organisation, ben, vous devez sélectionner, vous devez la comprendre, justement, cette structure-là, pour pouvoir ensuite sélectionner les bons indicateurs. Ensuite, on vous invite à consulter les différentes parties prenantes. Donc, vous avez beaucoup d'acteurs au sein de votre organisation qui peuvent vous aider à sélectionner les bons indicateurs. Donc, consultez l'équipe de direction. Vous pouvez consulter également les gestionnaires et parfois même les employés. Donc, il y en a certains qui vont avoir certains besoins spécifiques qui pourraient vous aider à sélectionner ces indicateurs-là. Ensuite, identifiez les processus clés. Donc, vous devez identifier les processus qui sont directement alignés avec à la réalisation des objectifs organisationnels. Donc, par exemple, si vous avez un objectif de croissance, bien, assurément, vous allez devoir sélectionner des indicateurs de recrutement, par exemple. Ensuite, définir les critères de performance. Donc, vous devez établir des critères de performance qui sont clairs et mesurables pour chacun des processus RH que vous avez identifiés. Donc, un exemple qu'on donne souvent, c'est vous voulez réduire le délai d'embauche, par exemple, de 20 jours. Vous voulez augmenter le nombre d'employés qui vont avoir suivi une formation spécifique. Vous voulez réduire votre taux de roulement de 20 par exemple. Donc, ça, ce sont vraiment les critères de performance. Ensuite, une fois que vous avez établi ces critères de performance, c'est ce que vous voulez faire, bien là, ça va être le moment de choisir les indicateurs qui vont mieux refléter justement l'atteinte de vos objectifs RH. Ensuite, évaluer la faisabilité de la collecte de données. Ça, c'est quelque chose qui est super intéressant parce que des fois, on envoie des gens qui regardent la liste, qui sont super interpellés par certains indicateurs, mais que finalement, la donnée ne se trouve pas dans leur système ou qu'elle est difficile d'accès. Donc, pour que vous puissiez réaliser justement vos objectifs, pour que vous puissiez justement aussi avoir accès aux bons indicateurs, bien, vous devez vous assurer d'avoir la donnée nécessaire. Puis parce que des fois aussi, même si elle est difficile d'accès, ça peut devenir un peu compliqué, décourageant aussi. Ça peut rendre vos KPI et vos indicateurs inefficaces. Donc, dans ces situations-là, ça peut être intéressant soit de modifier votre indicateur de performance ou tout simplement parfois aussi de le changer.
Ensuite, mise en place de seuils de performance. Ici, ça va vous permettre d'identifier clairement la performance quand elle est satisfaisante par rapport à quand vous devez prendre des actions pour corriger une situation. Ensuite, s'assurer de la pertinence au fil du temps. Donc, vos objectifs évoluent, la stratégie de votre organisation évolue, donc c'est normal que vos indicateurs également doivent évoluer au fil du temps. Donc, vous devez vous assurer, est-ce que c'est bien et bien toujours attaché à nos objectifs organisationnels? Est-ce qu'ils sont toujours pertinents? Finalement, tout va super bien. Est-ce qu'on peut le remplacer par un indicateur qui serait un peu plus intéressant à mesurer? Donc, veuillez vous assurer que vos indicateurs sont toujours pertinents. Ensuite, communiquer et expliquer. Donc, ici, vous devez vraiment, comment je vous dirais, informer votre équipe sur les KPI qui existent, l'expliquer leur importance pour votre organisation et expliquer leur importance pour l'atteinte de vos objectifs organisationnels pour qu'ils puissent comprendre eux aussi l'impact de leur action et parfois même aussi comment les actions peuvent contribuer aux résultats mesurés. Ensuite, mettre en œuvre progressivement vos indicateurs. Ici, c'est plus pour vous permettre de ne pas vous décourager parce que, comme je disais tout à l'heure, des indicateurs en ressources humaines, il en existe plus de 500. Donc, c'est facile d'arriver et de dire, ah, celui-ci pourrait être intéressant, celui-ci, je l'aime bien, notre organisation aimerait bien avoir celui-ci. Donc, d'en avoir beaucoup trop, ça va être trop difficile de mesurer ça sur une fréquence régulière, ça risque de vous décourager. Et des fois, on ne saura plus non plus où regarder. Et finalement, analyser les indicateurs et les ajuster si nécessaire. Donc, vous devez les regarder régulièrement, vos indicateurs et vos résultats. Donc, comme on dit chez nous, vous devez mettre à jour votre tableau de bord et vos indicateurs minimalement une fois par mois ou au trimestre. Et là, vous devez, si jamais c'est nécessaire, prendre action en fonction des analyses. Donc, l'analyse en continu, donc minimalement une fois par mois, va vous permettre de détecter certaines tendances, des écarts ou des changements significatifs dans vos données. Puis, si jamais les résultats ne sont pas conformes aux attentes et aux critères que vous avez établis, ben, vous pouvez justement avoir des opportunités d'amélioration et vous ajuster en conséquence et peut-être même ajuster votre stratégie et vos processus. André, je vais te laisser partager ton écran. On vous a préparé, comme je vous disais tout à l'heure, une liste d'indicateurs qu'on trouvait quand même intéressants cette année. Donc, il se peut que ça s'applique très bien à votre organisation. Gardez un peu en mémoire les informations que je vous ai données il y a quelques minutes pour voir si ça s'applique bien à vous. Bon, je vais me mettre au bon endroit. Je m'excuse de vous faire ça ici. Merci, Amy. Donc, on avait une bonne liste d'indicateurs là, avec des indicateurs sur la démographie chez vous. OK? Donc, votre nombre d'employés, votre nombre d'employés actifs, inactifs. Aussi, des indicateurs sur votre structure organisationnelle. Comment on est structuré chez nous? Est-ce qu'on parle de TC, de TP? C'est quoi notre taux d'encadrement? C'est quoi les répartitions d'employés par groupe d'emploi, par localisation, par type de poste? On a aussi tout ce qui est relié à l'âge des employés et aussi à leur ancienneté. Finalement, tout ce qui est relié au statut d'emploi, donc votre nombre d'employés saisonniers, votre nombre d'employés permanents, votre nombre d'employés à temps plein, à temps partiel. Puis, on a aussi quelques indicateurs qui sont sur les nouvelles formes de travail, comme par exemple le nombre d'employés qui sont en télétravail, le nombre d'employés qui sont en mode hybride, le nombre d'employés qui sont en présentiel à temps plein. Donc, ces indicateurs-là aussi, surtout depuis quelques années, deviennent intéressants à analyser. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai choisi quand même, je pense que j'en ai choisi 3 ou 4, là. 1, 2, 3, 4. J'ai choisi 4 indicateurs que je trouve intéressants dans ces indicateurs de démographie. Mais dites-vous que ces indicateurs-là sont des indicateurs que vous devrez croiser avec d'autres. Ce n'est pas des indicateurs qui vont vous permettre là, de développer
des modèles prédictifs et de développer, de voir tous les risques dans votre organisation. Cependant, ces indicateurs-là sont super importants pour bien comprendre votre organisation, pour avoir un bon portrait de votre organisation. Fait que le premier indicateur que j'ai choisi, c'est le taux d'encadrement. Puis le taux d'encadrement, c'est vraiment d'essayer de trouver le nombre d'employés que chaque gestionnaire soutient. Donc, la formule de calcul est quand même simple. On prend notre nombre total d'employés et on le divise par notre nombre total de gestionnaires. Puis, c'est important d'avoir la définition de gestionnaire. Un gestionnaire n'est pas un cadre, OK? Un gestionnaire, c'est une personne qui a au moins un employé à superviser. Donc, ça, c'est la définition de gestionnaire. Donc, quand on calcule cet indicateur-là, qu'est-ce que ça peut nous donner? Bien, ça peut nous permettre de voir si notre organisation est bien structurée. Et on parle souvent dans les organisations de l'organisation en sablier, ou en anglais, le Hourglass Organization. C'est un modèle structurel qui vise à combiner l'efficacité opérationnelle, la clarté de la chaîne de commande, puis l'agilité aussi décisionnelle. Habituellement, une organisation de ce type-là va avoir un sommet plus large, donc va avoir plusieurs cadres supérieurs qui vont être responsables de différents secteurs, un centre plus resserré où là, on va avoir les niveaux de direction plus allégés et une base plus large avec un plus grand nombre d'employés. Donc, pour cette organisation-là, qui a souvent été mentionnée comme le bon type d'organisation à avoir, bien, ses avantages, c'est une meilleure productivité. Pourquoi? Parce qu'on a moins de gestionnaires intermédiaires, une équipe de première ligne qui est encadrée et plus proche de l'action, puis des cadres supérieurs qui sont impliqués dans les décisions. Pourquoi? Parce qu'ils ont vraiment une ligne qui leur est dédiée. Et aussi, cette organisation, ce type d'organisation-là a des coûts administratifs, je dirais, plus réduits. Donc, je vous ai mis le nombre recommandé de subalternes que devraient avoir, disons, les différents niveaux, mais dites-vous que c'est seulement un guide ici, là. Ça dépend beaucoup de votre organisation, de votre secteur d'activité. Si votre organisation est une organisation jeune, si c'est une organisation qui est plus ancienne, donc ça va dépendre. Mais en général, là, on dit qu'un VP devrait avoir 8 à 9 subalternes. Un directeur principal devrait en avoir 6 à 8. Un directeur 3 à 6. Vous voyez, c'est là où ça se réduit. Un gestionnaire 5 à 7 et un superviseur ou un chef d'équipe de 8 à 14. Quand on parle de taux d'encadrement, on nous demande souvent c'est quoi un bon taux d'encadrement. Ça va dépendre, OK? Ça va dépendre vraiment de votre secteur, mais les meilleures pratiques, selon PricewaterhouseCoopers, le chiffre magique pour le taux d'encadrement, c'est 9,9. On va dire 10, OK? Donc, un gestionnaire aurait 10 subalternes. Puis là, comme je le dis, ça dépend des secteurs. Hey, y en a-tu qui ne voient pas la présentation? Oui, oui. Toi, Amy, tu la vois-tu? Moi, je la vois. Ah, mon Dieu! Fait que là, il y en a qui ne la voient pas. Moi, je la vois. Ça, c'est OK. Il y en a qui ne la voient pas. Pour les personnes qui ne la voient pas, est-ce que l'écran est noir? Est-ce que vous voyez uniquement André? Est-ce que c'est une page blanche? Oh. Regarde, elle a fait une capture. Oui, impossible d'afficher la présentation. Hein, c'est bizarre. André, est-ce que tu pourrais arrêter de partager ton écran puis le repartager, voir si ça peut faire. OK. Attends une minute, là. Attends une minute. Vous êtes sur le point de présenter. Annuler. Voyons, je ne suis plus capable de départager.
C'est hâte de départager. Euh, là, Là, je vois là, ton fond d'écran. OK. Fait que là, les autres voient-tu au moins mon. OK, là, j'ai le bouton. Bon, c'est arrêté. J'ai plus le bouton d'arrêter le partage. Bon. Fait que là, on recommence. Allons-y. Je vais me mettre en mode présentation. Je partage. Voyons. Ah, mais là, Ah, il est rendu là, c'est parce que là, il est rendu sur mon 3e écran. OK, partage. Ça ici. OK. Tout le monde, moi, je vois la présentation. Est-ce que des gens qui ne voient pas pourraient appuyer sur lever la main en haut pour voir combien de personnes ne voient pas? Je vois un thumbs up. Parfait, la personne qui dit qu'elle ne voyait rien dit c'est bon. OK. Oh, je suis vraiment désolée, mais là, je suis tout perdue de où je t'ai rendu. Tu étais sur la slide suivante sur J'étais sur la l'organisation sans slide billets. suivante. OK. Je suis désolée. Bon. Fait que là, les meilleures pratiques, ça dit 10. OK? 10 employés. Cependant, là, il faut faire attention, votre secteur d'activité, du type de gestionnaire. Dites-vous que quand c'est des tâches qui sont répétitives et qui ne demandent pas beaucoup, là, je dirais, qui ne sont pas très complexes, on peut avoir plus d'employés sur un gestionnaire. Quand c'est des tâches très complexes, on va avoir là, un plus petit nombre. Fait que ça, c'était pour le taux d'encadrement. Le taux d'encadrement, je vous dirais aussi, là, vous pouvez le suivre. Vous n'avez pas besoin de regarder votre taux d'encadrement tous les semaines. Ça ne devrait pas varier tant que ça. Je dirais, tu sais, une fois au trimestre, peut-être regarder votre taux d'encadrement, puis regarder les tendances. Puis ensuite, avec le taux d'encadrement, on peut peut-être faire des corrélations, là. Quelqu'un qui aurait un mauvais taux d'encadrement, un mauvais taux d'encadrement, un taux d'encadrement trop élevé dans son groupe, ben, on peut faire une corrélation avec, avec le taux de roulement, par exemple, ou le taux d'absentéisme. Fait que ça, c'est des choses qui pourraient être intéressantes à faire. Bon, maintenant, regardons le nombre et le pourcentage d'employés inactifs. Ça, de plus en plus de nos clients, c'est des choses qu'ils regardent. Pourquoi? Parce qu'on a vu récemment des hausses des invalidités reliées à la santé mentale. On a vu aussi l'importance accrue de la conciliation travail-vie personnelle. On a vu une valorisation de la culture de bien-être dans les organisations. Et aussi, on est plus transparent sur les données RH. Mais il faut mettre une limite à cette transparence-là. Je m'explique. Quand on regarde les employés inactifs, il faut faire attention là, de ne pas stigmatiser certains employés en partageant des données qui sont confidentielles. Parce que quelqu'un peut être en inactivité pour un congé parental, mais pourrait être aussi en inactivité, être en invalidité pour un problème de santé mentale. Donc, il faut faire attention avec le partage de cette information-là. Si je regarde maintenant comment on calcule ça, là, ben, habituellement, les employés inactifs, ils ont encore un lien d'emploi avec l'organisation, mais ils sont temporairement absents du travail. Donc, ça, c'est notre nombre d'employés inactifs, puis on divise par notre nombre total d'employés. Petite parenthèse sur le nombre total d'employés. Le nombre total d'employés dans une organisation devrait être le nombre d'employés actifs plus le nombre d'employés inactifs. Ça vous donne le nombre total d'employés. Donc, ça veut dire que quand j'ai quelqu'un qui est en congé parental, il compte dans mon nombre d'employés. Quelqu'un qui est en invalidité, il compte dans mon nombre total d'employés. Mais on a vu, il y a des circonstances qui font qu'on ne brise pas nécessairement le lien. J'ai vu ça dans des systèmes RH. On va mettre quelqu'un d'inactif parce que c'est une personne qui est sur appel, puis qu'on appelle une fois de temps en temps. Mais là, c'est à vous de déterminer cette inactivité-là. Est-ce que c'est vraiment une inactivité que vous voulez représenter dans votre nombre total d'employés?
Et c'est la question à vous poser. Parce qu'on a pu voir que le statut inactif peut être différent là, selon l'organisation. Qu'est-ce qu'on devrait inclure? Je l'ai mis là, à la droite de ma diapo. C'est sûr que dans les inactifs, on doit inclure les congés de maternité, paternité ou parentale. On doit aussi inclure les invalidités de courte durée ou de longue durée. On doit inclure aussi les gens qui sont en arrêt de travail pour un accident de travail. Puis, on pourrait inclure aussi les congés sans solde. Donc, quelqu'un qui a pris une année sabbatique là, pour aller méditer en Inde. Donc, ça, c'est les genres d'inactivité là, qu'on devrait regarder. Et ensuite, ce qui est important de faire, ben, c'est de différencier, là, c'est certain que ce n'est pas la même dynamique quelqu'un qui est en inactivité pour une invalidité que quelqu'un qui est en invalidité qui est en congé parental. Fait qu'il faut être capable de segmenter cette information-là. C'est pour ça que dans vos systèmes RH, c'est important d'avoir ces statuts d'employés-là pour être en mesure de segmenter. Maintenant, si on regarde un peu de benchmark, parce qu'on se dit, c'est quoi un bon pourcentage moyen d'inactifs dans une organisation? Quand on me demande ça, moi, je dis vite de même, là, 5 %. Mais ça va dépendre de votre secteur. Dans le secteur public et parapublic, les taux d'inactivité sont plus élevés. Donc, on va dire, là, dans le secteur gouvernemental, là, on est plus autour de 8 à 12 %, tandis que dans le secteur privé, grande entreprise, 5 à 8 %, et dans la PME, donc 50 à 500 employés, on est plus du 3 à 6 % de pourcentage d'inactivité, qui serait un bon pourcentage d'inactivité. Mais là, j'ai mis une petite notice. Là. Il est important de noter que ces chiffres varient selon la culture, les politiques RH, l'âge moyen, OK? Un autre indicateur là, qui sont dans la liste des démographies, et le secteur d'activité. Conseil là, pour les RH. Vous devriez suivre votre pourcentage d'employés inactifs mensuellement, OK? Ça serait à suivre au niveau mensuel. Puis de vraiment le segmenter. Je l'ai dit tout à l'heure, là, quand on a beaucoup de congés parentaux, ben c'est que c'est quand même positif hein, pour notre société. Mais c'est un signe d'un environnement qui est favorable à la famille. Quand on a beaucoup d'invalidité, bien là, c'est une autre alerte qu'on a. C'est une alerte sur le stress, les conditions de travail ou aussi la prévention. Quand on a beaucoup de congés sans solde, ça dépend. OK, là, je dirais que ça dépend. Des fois, il y a des congés sans solde volontaires. La personne a voulu aller je ne sais pas, faire un voyage à longue durée, ou ça pourrait être un congé sans solde parce qu'on l'a mis en congé parce que, bon, il y avait des tensions au niveau du travail. Fait que c'est ça, il faut vraiment comme analyser ça là, de façon, il faut connaître l'histoire derrière le chiffre. Là. Je vous dirais aussi, ben, de vous comparer au benchmark que je vous donne là, vous êtes une entreprise privée, vous avez 5 %. Moi, je ne me questionnerais pas si j'étais vous. Vous arrivez à 9-10 %, bien, peut-être là, qu'il faut regarder, il faut analyser plus en profondeur. C'est quand on est hors benchmark, c'est peut-être important d'analyser plus en profondeur le KPI. Puis, vous pouvez utiliser, c'est un indicateur simple à calculer, là. Vous pouvez utiliser cet indicateur-là comme levier dans vos discussions avec la haute direction. Hein, quand on a surtout quand on a beaucoup d'invalidité, ben, c'est peut-être le temps de mettre en place un programme de santé mieux-être, de mettre en place des choses dans votre organisation. Le troisième indicateur que j'ai choisi, c'est le ratio de recrues. Donc, une recrue, chez Cara, c'est un employé qui a moins de 12 mois d'ancienneté, donc moins d'1 an. Donc, le ratio de recrue, ça mesure la proportion d'employés ayant moins de 12 mois d'ancienneté. Donc, on prend notre nombre de recrues puis on le divise par notre nombre total d'employés. Comment on peut interpréter le ratio de recrues? Le ratio de recrues n'est pas
KPI de performance, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider avec le risque dans l'organisation. Parce que si on a un ratio de recrues trop bas, OK, ça pourrait vouloir dire qu'on n'a pas beaucoup d'innovation ou de la difficulté à attirer. Ça pourrait vouloir dire aussi qu'on a un vieillissement de notre main-d'œuvre. C'est là qu'il faut, on ne regarde pas juste le ratio de recrues, on va aller voir nos âges moyens, on va aller voir notre ancienneté moyenne. Tout ça fait en sorte là, qu'il ne faut pas juste regarder le ratio de recrues, il faut le regarder avec d'autres choses aussi. S'il est trop haut, notre ratio de recrues, mais là, ça veut peut-être dire qu'on a beaucoup de roulement. Ça veut dire aussi qu'on a peut-être une perte de savoir organisationnel. J'ai beaucoup de recrues, ça veut dire que mes gens qui ont beaucoup d'ancienneté, j'en ai moins. Donc, il est où mon savoir organisationnel? Comment on fait là, pour le propager dans l'organisation? Puis, dites-vous aussi que quand on a un ratio de recrues élevé, mais c'est sûr que ça met une charge de travail accrue sur les RH, surtout pour l'intégration. Puis, dépendamment comment l'intégration se passe dans votre organisation, sur le gestionnaire, sur l'équipe aussi. Donc, si on regarde un peu des benchmarks sur les ratios de recrues, c'est quoi? Des gens vont me demander, là, c'est quoi, André, ratio de recrues trop élevé? Moi, je dis tout le temps 30%, là, vous devez vivre l'enfer dans votre organisation. Fait que si vous êtes au-dessus de 30%, il y a des choses qui se passent là. Mais c'est sûr qu'il y a des situations qui font en sorte que on peut avoir un ratio de recrues moyen plus élevé. Comme par exemple, les entreprises de technologie, les startups vont avoir des ratios de recrues moyens entre 15 à 25%. Dans le secteur de la santé et de l'éducation, ça devrait être plus bas que ça, OK? 8 à 12%. Industrie lourde, la fabrication, 5 à 10 et les services financiers de 7 à 15. Bon. Le ratio de recrues il est souvent plus élevé dans les grandes organisations qui sont en transformation ou dans les secteurs qui sont très compétitifs. OK? Fait qu'il faut prendre tout le temps ça avec un grain de sel. Cependant, mesurez-le, votre ratio de recrues, parce que ça a vraiment un impact sur l'intégration, sur les processus d'intégration dans votre organisation. On va passer au dernier que j'ai choisi, soit le ratio générationnel actif. Ça, j'en ai déjà parlé parce que pour moi, cette année, c'était un indicateur qui était important à mesurer. Pourquoi? Parce que le tissu générationnel dans les organisations est en train de changer énormément. Et dans le fond, ce qu'on vient comparer, c'est les générations Y et Z divisées par les générations X et baby boomers dans votre organisation. Chez Cara, on a mis des années là, sur c'est quoi une génération Z, c'est quoi la Y, c'est quoi la X et c'est quoi la baby boomer. Il n'y a pas personne qui s'entend exactement sur la définition des années pour les générations. Des fois, les Z, ils sont un petit peu plus vieilles que 2000. Et ça va dépendre, OK? Mais dites-vous que ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Nous, on a tranché, c'est ce qu'on utilise là, dans Cara pour déterminer les générations. Donc, si on regarde, pourquoi on devrait suivre cet indicateur-là? C'est qu'il faut quand même avoir un certain équilibre dans notre organisation. Fait que quand on regarde notre ratio générationnel actif, c'est sûr que ça vient mettre en lumière la structure d'âge dans votre organisation, mais ça vient vous aider aussi à prévoir les départs à la retraite. Ça permet d'adapter vos stratégies RH, donc de formation et mentorat, de gestion de carrière et de mobilisation intergénérationnelle. En gros, là, c'est pourquoi on voudrait suivre cet indicateur-là. Si je regarde un peu l'interprétation, parce que des benchmarks pour ça, il n'en existe pas vraiment, mais comment on peut interpréter notre ratio générationnel actif? Si votre ratio générationnel il est plus petit que 0,8, plus petit ou égal à 0,8, c'est que vous avez une organisation plus âgée,
puis il est à risque de départ, puis des départs à la retraite. Parce que ce que ça voudrait dire, c'est que vous avez plus de baby boomers et de X. Et on sait, les X là, commencent à partir à la retraite. Donc, un ratio de 0,8 voudrait dire que vous avez beaucoup de départs à la retraite qui s'en viennent. 1, c'est qu'on aurait un équilibre. Autour de 1, on a un équilibre entre les deux grands pans générationnels. Puis plus grand que 1,2, ben, on aurait une organisation jeune, mais qui dit organisation jeune, dit on a besoin de mentorat, on a besoin de coaching, on a besoin de plus de formation. Donc, c'est deux organisations, deux types d'organisations qui sont différentes. Fait que donc, je vous invite à calculer votre ratio générationnel actif. Puis je vous donne un petit exemple ici, là. Une organisation avec 200 Y et Z et 150 baby boomers et X, bien, ça donne un ratio de 1,33. Donc, ça voudrait dire une population jeune et dynamique avec plein d'idées, mais ça voudrait dire qu'on a besoin aussi de balises pour maintenir le savoir, on a besoin de beaucoup plus de mentorat. Fait que voilà, c'était les 4 indicateurs dont je voulais vous parler, que je trouvais intéressants, des indicateurs qu'on parle moins peut-être que le nombre d'employés ou le pourcentage d'employés syndiqués, qui sont aussi des indicateurs importants. Mais en gros, c'est ce que je voulais faire là, avec vous. Fait que, Amy, tu veux-tu que je continue? Attends, c'est quoi que j'ai après? Ben là, après ça, c'est la Ouais, période de ouais, questions qui voilà. commence. Donc, Ouais. je vais réactiver les micros pour les participants. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez, les poser dans le chat ou vous pouvez activer votre micro pour pouvoir aussi la poser directement à notre équipe. Ne soyez pas gênés. Sinon, André, tu me connais, j'en ai quand même quelques-unes. Vas-y, Amy. Il n'y a personne qui a des questions. Vous n'avez pas de questions. Est-ce que c'était des indicateurs que vous mesuriez déjà, les 4 que je vous ai présentés? Vous pouvez, Vous pouvez lever la main pour l'indiquer ou vous ouais, pouvez simplement l'indiquer, réagir. réagir ou bon, on a On quelqu'un qui a a levé sa main, une personne, personne a levé la bravo. main. Est-ce que c'est des indicateurs que vous trouvez intéressants, mais faciles à calculer? C'est des indicateurs qui sont hyper faciles à calculer. Voilà, OK. Fait que vous avez une autre chance, les amis. Avez-vous des questions? Nous avons Simon Ah, qui dit que personnellement, il trouve que, si le je ne me tour. trompe pas, c'est le ratio des recrues est super intéressant. Oui, oui. Moi OK. aussi, je trouve ça intéressant. Parfait. Fait que je vais me lancer, André. Selon Oui. toi, on va y aller avec ancienneté et stabilité dans son organisation. Selon toi, est-ce qu'il est plus pertinent de suivre l'ancienneté moyenne par département ou par équipe? L'ancienneté moyenne, ben d'un, on le calcule. Tu sais, moi, je dis souvent, calculez votre ancienneté moyenne pour toute l'organisation. Et mettons que ça nous donne 5,8 années. Ensuite, regardez-les par département, puis allez voir les départements qui ont peut-être une ancienneté moyenne beaucoup plus élevée que votre moyenne ou plus basse que votre moyenne. Puis, par équipe aussi, ça peut être intéressant. Un indicateur, quand on le regarde pour toute l'organisation, c'est correct. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir le segmenter puis de découvrir les endroits où on est loin de notre moyenne. Puis si on est loin de notre moyenne, pourquoi? Puis c'est quoi l'incidence que ça a sur notre organisation? Et ça nous dit quoi, cet indicateur-là, l'ancienneté moyenne sur la capacité à fidéliser Bien, son c'est certain que organisation? plus tu as une ancienneté moyenne élevée, plus que ton taux de roulement est bas. Donc, c'est sûr que plus ton ancienneté est élevée, c'est que tes gens restent. Donc, c'est souvent à mettre en corrélation avec ton taux de roulement. Une ancienneté, mais il faut faire attention. Les organisations qui sont en forte croissance, donc qui embauchent beaucoup de gens, ben c'est certain qu'ils vont avoir une ancienneté moyenne plus basse, là.
Fait que, il faut faire attention, là. Il n'y a pas de... C'est pas mauvais. Il n'y a pas de c'est plus un indicateur qui vous aide à peut-être cibler, peut-être à... C'est plus un indicateur, moi, que j'appelle de risque qu'un indicateur de performance. Ouais. Parce que ce que vous pouvez... C'est certain si votre ancienneté moyenne est basse, mais que vous êtes une entreprise en plus dans un domaine, un domaine financier, par exemple, bien, là, moi, je ferai attention. Si mon ancienneté est basse puis je suis dans le domaine financier, faut peut-être faire, il y a quelque chose qu'il faut faire. Là. On a un problème avec notre roulement, on n'est pas capable de garder nos gens. Si on est dans le commerce de détail puis on a une ancienneté moyenne basse, bien, là, peut-être que ça a plus de sens. Puis là, tu viens de mentionner un indicateur de risque par rapport à un indicateur de performance. Oui. Le ratio des recrues, c'est plus un Oui. indicateur de risque, selon toi, ou un indicateur de performance? C'est un indicateur de risque. Donc, d'avoir un trop haut pourcentage de recrues, il faut lever un flag, OK? Il faut lever un flag parce que d'un, ça met une charge de travail supplémentaire sur tout le monde si c'est trop haut. Puis, oui, on réussit à attirer, mais si on n'est pas une entreprise qui est en croissance, tu sais, oui, on a un haut pourcentage de recrues, mais ça veut peut-être dire que notre roulement est bas. Fait que c'est plus un indicateur de risque que de performance. Fait que, quand ça dépasse un certain pourcentage, ben, peut-être qu'il faut s'inquiéter. Puis quand ça descend en bas d'un certain pourcentage, ben, il faut peut-être aussi s'inquiéter. Il faut juste trouver, là, c'est quoi le bon ratio de recrues dans votre organisation. On dirait qu'on voit des questions, Amy, là, je vois des questions. Est-ce que les ratios d'encadrement, avez-vous une liste de critères plus détaillés pour nous aider à déterminer celui qui sera le plus efficient pour une équipe? Vous voulez dire un benchmark? Parce que oui, Geneviève, elle lève sa main. Fait que tu peux parler, Geneviève. C'était ma question. Je me suis dit que j'allais la clarifier. C'était peut-être pas clair. Oui. En fait, je vous explique, on est dans une grande organisation, puis on est tout à fait consciente que c'est pas un ratio standard partout qu'on peut mettre. Hein. Ça dépend de plusieurs facteurs. Puis on cherchait à se doter, disons, d'une meilleure façon d'analyser nos ratios avec des critères. Vous en avez nommé quelques-uns tout à l'heure. Je me demandais si vous en aviez d'autres critères. Vous avez parlé de complexité ou de répétitivité de la tâche. Oui. Vous avez présenté l'organisation en sablier, mais je me demandais s'il y avait peut-être d'autres guides que vous pourriez nous lancer ou des critères à évaluer quand on va se pencher là-dessus en équipe là, pour. Je regarderais, tu sais, quand on a un geste, ça va dépendre des compétences puis de l'ancienneté du gestionnaire. Un nouveau gestionnaire, tu sais, quelqu'un qu'on vient juste de promouvoir, ben, j'aurais des ratios, des taux d'encadrement plus bas qu'un gestionnaire que ça fait 10 ans qu'il fait sa job. Peut-être que lui, tu sais, il peut avoir un taux d'encadrement plus élevé. Fait que moi, je regarderais aussi le gestionnaire. Fait que là, on rentre dans le micro, là, mais c'est vraiment regarder. Puis ça, j'ai un client qui faisait ça. Là. Tout nouveau gestionnaire promu avait un ratio beaucoup plus bas qu'un gestionnaire là, plus mature. Fait que ça, c'est un critère qui me vient. Puis, tu sais, tâches répétitives, c'est sûr, tu sais, dans tout ce qui est service professionnel, les ratios sont beaucoup plus bas aussi que dans le domaine manufacturier. Donc, je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, Geneviève, mais tu sais, tout ce qui est domaine manufacturier, avec des tâches peu complexes, on va avoir des ratios plus élevés, tandis que quand on va être dans des services professionnels, puis dans votre organisation, vous avez peut-être ça aussi. Vous avez des endroits dans votre organisation où c'est de la tâche répétitive. On va avoir beaucoup plus un taux d'encadrement plus élevé dans ces départements-là. Puis les départements plus complexes, où c'est des professionnels, où c'est plus complexe, là, les taux d'encadrement vont être plus bas. OK, nous sommes dans le manufacturier. Non, je pensais que c'était Geneviève qui nous répond. Non, on est municipal, on a toute cette variété-là. Municipal, il y a de tout, fait que ça résonne beaucoup ce que vous dites, là, tout à fait.
En fait, c'est peut-être aussi du benchmark qu'on va aller chercher pour essayer de se comparer parce qu'on a de tout. Vraiment, c'est du Oui, 1 pour 3, puis on a du 1 pour 50, on a de tout. Mais je pense que d'avoir des critères un petit peu plus solides quand on va faire oui, notre analyse d'une nouvelle structure, ça aurait été bénéfique. Mais là, vous avez quand même oui, nommé plusieurs pistes, mais oui. c'est ça. Tu sais, Mais mais je merci. pourrais vous dire que 1 pour 50, là, c'est énorme. C'est OK? énorme, on est Ça, conscient de ça. c'est énorme. Mais tu sais, puis c'est pour ça, des fois, on vient nommer, tu sais, on a un superviseur pour les 50, puis on va venir nommer des chefs d'équipe. Ces chefs d'équipe-là n'auront pas droit de congédiement puis d'évaluer la performance, mais ils sont juste là pour faire un peu d'encadrement pour venir aider notre superviseur. Mais là, on rentre dans du développement organisationnel, là. On est loin d'équipillage. Merci pour votre réponse, merci. OK. Oui, On va poser la question justement que tu avais commencé, le taux des générations X et boomer est stable pour l'entreprise dans le domaine manufacturier, oui. mais les plus jeunes quittent plus rapidement. Donc, ce qui est bon pour les plus anciens ne l'est pas nécessairement pour les plus jeunes. Comment atteindre toutes les générations pour plus de stabilité? Bien là, J'imagine c'est que là. Oui, qu'est-ce que tu allais dire, Rémi? Vas-y. euh, les politiques RH devraient peut-être être adaptées. C'est ça. C'est tout. Vos initiatives RH devraient être, tu sais, et les indicateurs, ça aide beaucoup à ça, surtout quand on peut les segmenter. Si on a un taux de roulement élevé chez nos jeunes, puis dites-vous là, que dans le manufacturier, c'est normal, Christine, OK? Les taux de roulement, tu sais, puis là, quand on dit jeunes, là, tu sais, en bas de 25 ans là, dans le manufacturier, sont habituellement plus élevés que quand on arrive dans le 40, 35, 40, 45 ans. Fait que ça, vous n'êtes pas différent des autres. Je pense que, mais c'est d'aller comprendre pourquoi ces jeunes-là ne restent pas. Puis c'est de comprendre aussi, est-ce que ça arrive aussi là, quand on a beaucoup de gens plus matures, je ne veux pas dire vieux, fait que c'est trop, plus matures, avec plus d'expérience, ben si la collaboration ne s'effectue pas bien entre les gens d'expérience et les plus jeunes, ben les plus jeunes vont sacrer leur camp. Et c'est ce qui arrive souvent. Donc, c'est de voir là comment on peut faire en sorte que ces générations-là vivent bien ensemble. Là, ça dépasse le cadre de mon expertise. Mais vous avez une belle piste là, à regarder. Bien, OK, ces jeunes-là, pourquoi ils quittent? Et c'est de comprendre ça. Et c'est peut-être mettre en place des initiatives très ciblées sur ces jeunes-là. Parfait. Merci, André. On a également une question de Simon sur quelles sont vos recommandations d'indicateurs adaptés à des structures matricielles. Arc, quelle mauvaise question. Simon, est-ce que vous pourriez ouvrir le micro Oui, mais c'est parce que et les expliquer? taux. Oui, mais une structure matricielle, les taux d'encadrement, c'est comme moins pertinent. Euh, Parce qu'une structure. Ben, tu peux expliquer, Simon, si tu veux ta problématique, là. Oui, ben en fait, c'est justement un peu l'enjeu, c'est que le taux d'encadrement, il est un petit peu dédoublé jusqu'à un certain point. La structure est vraiment pas la même, fait que le taux d'encadrement n'a pas la même signification. Puis, tu sais, chez nous ici, c'est pas matriciel de bord en bord, mais il y a des parties qui sont matricielles. Fait que des fois, c'est pertinent, des fois, ça l'est moins. Mm. Puis là, comment on peut s'adapter finalement dans ces cas-là, Hon- là? Honnêtement, c'est vraiment une très bonne question. Puis tu m'as vu grimacer quand tu l'as posé parce que le taux d'encadrement n'est pas adapté. Puis il faudrait que je réfléchisse à qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour faire du sens. Fait que je la prends en note parce que je ne suis pas capable de te répondre. Je suis pas. Merci. C'est ça. C'est ça qui est ça. Voilà. Fait que je la prends en note. Puis si j'ai un éclair de génie, je te reviens. Je vais regarder chez nos clients qui sont en organisation matricielle, qu'est-ce qu'on fait avec eux.
j'ai pas d'autres questions dans le chat, fait que moi, je vais en poser une autre. Une question qu'on avait souvent, André, là, les Oui. stagiaires, les étudiants, est-ce qu'on les inclut dans nos analyses démographiques ou pas? Bon. Moi, je dis on inclut toutes habituellement, OK? Mais il faut être capable de les exclure facilement. Hein? Fait que donc, tu sais, puis là, bon, dans votre démographie, oui, je pense qu'il faut vraiment les inclure parce qu'on veut calculer notre nombre d'employés, mais il faut vraiment le définir. Tu sais, j'ai 200 employés, 22 stagiaires, tu sais, c'est important de pouvoir l'inclure dans la démographie. Cependant, quand on arrive pour calculer d'autres indicateurs, comme par exemple le taux de roulement, hein, mis ça, combien de fois tu t'es fait demander, j'inclus-tu mes stagiaires dans mon taux de roulement? Souvent. Moi, je dis, on les inclut, OK, au départ, mais on faut, comme je le disais, facilement pouvoir les exclure parce que souvent, ce qu'on va vouloir partager avec la haute direction, c'est le taux de roulement de nos employés permanents. Mais c'est important de suivre nos stagiaires. Pourquoi? Stagiaires et étudiants. Pourquoi? Parce que si c'est votre bassin si vous embauchez des étudiants dans l'espoir que plus tard, ils restent dans votre organisation, bien là, il y a peut-être des indicateurs intéressants à venir mettre qui ne sont pas dans les indicateurs là, qu'on a listés. Mais c'est quoi le pourcentage d'étudiants qui deviennent permanents dans notre organisation? C'est quoi le pourcentage de stagiaires qui deviennent permanents? Ça, c'est des indicateurs qui peuvent être intéressants, mais ça, c'est dans le cas où ça devient pour vous, les étudiants et les stagiaires, un bassin de talent et que vous mettez beaucoup d'emphase là-dessus, vous les testez, puis après ça, vous voulez les garder dans votre organisation. Fait que ça pourrait être des indicateurs intéressants, le pourcentage d'étudiants qui sont devenus permanents. Tournement par durée service. Effectivement, Jean-Philippe, c'est effectivement, là, fait que oui, il faut compter, je suis complètement d'accord avec toi. Les stagiaires doivent être dans votre taux de roulement global. Cependant, quand on fait des analyses plus pointues, ben, on peut les exclure. Fait que il n'y a pas de bonne réponse. Là. Mais c'est ça. Sinon, j'aurais peut-être une question pour tout le monde. C'est quoi les indicateurs que vous utilisez déjà dans votre organisation? Vous pouvez ouvrir votre micro, vous pouvez les écrire dans le chat, mais on serait super intéressé à voir c'est quoi les indicateurs qui sont intéressants à suivre chez vous, que vous suivez peut-être aussi depuis quelques années. Sinon, si vous ne pouvez pas toutes les lister, est-ce qu'il y en a que vous aimeriez suivre au courant des prochains mois, mais que vous n'arrivez pas à les mettre en place? Oui, Jean-Philippe, c'est pour ça. Je ne pouvais pas toutes les lister. Mais y en a-tu que tu aimerais suivre, mais que tu n'arrives pas à mettre en place? Honnêtement, j'ai de la difficulté à aller chercher des stats sur la formation. C'est souvent plus difficile comme KPI à aller chercher. Hein. Mais autrement, je dirais qu'on a quand même beaucoup d'informations, que ce soit sur la démographie, le recrutement, les mouvements internes, les absences, la rémunération, les avantages sociaux. Que ce soit segmenté par secteur, par groupe d'âge, par catégorie d'emploi. On fait à peu près tout ça. Puis on va commencer bientôt aussi à avoir les KPI segmentés au niveau de mobilisation, engagement, santé, mieux-être. Mais la formation, on manque de données, puis c'est difficile à aller chercher. C'est pas juste d'aller chercher des informations dans le LMS, mais c'est de faire le lien entre qu'est-ce qui a été suivi en LMS, qu'est-ce qui a été déclaré à feuille de temps, qu'est-ce qui a été payé en note de frais. Ça devient
un mess, là, excusez l'expression, là, mais c'est Oui, complexe. c'est sûr. C'est certain. On va avoir, mais je ne sais pas quand, là, probablement ça va être plus à l'automne, mais on va avoir quelque Oui. chose sur la formation, sur les indicateurs de formation. C'est qu'est-ce qui est intéressant à suivre, puis qu'est-ce qui est plus facile à suivre, qu'est-ce qui est moins facile à suivre. C'est les coûts de formation, ça peut devenir très, 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 très complexe à suivre si on n'a pas justement une source de données, parce que d'aller fouiller dans les comptes de dépenses des employés, on le voit chez nos clients, là, c'est des choses qu'ils font. OK, on va chercher de l'information dans les comptes de dépenses, on va chercher de l'information dans le LMS, puis prendre. C'est parce que c'est ça, c'est pas de l'information qui est bien structurée dans les organisations, l'information de formation. L'information de formation. Effectivement, Bon. c'est complexe. Puis on a des enjeux aussi avec les KPI de recrutement, si on en avait déjà parlé, là. Garbage in, garbage out, ça reste un problème, là. Oui. Oui. Ça, il faut taper sur le clou des recruteurs. Est-ce qu'il y en a dans la salle? Les recruteurs, c'est eux qui doivent rentrer la donnée, puis ils doivent être conscientisés sur le fait que c'est important de rentrer les données, surtout quand on a un ATS, là. J'ai vu, moi, des gens implantent des ATS, mais c'est utilisé pour voyons, mettre des réquisitions dedans, puis publier des offres, puis that's it, là. On ne suit pas tout le processus dans notre ATS, puis on ne vient pas rentrer les dates, on ne vient pas rentrer. Fait que quand ça, c'est pas fait, moi, je trouve que l'investir dans un ATS, ça ne vaut pas grand-chose. Mais quand on a un ATS, on devrait bien rentrer l'information. Puis je pense qu'il faut comme bien s'assurer que nos recruteurs comprennent l'importance. Puis là, de ce temps-ci, nos recruteurs ont plus de temps, OK, parce qu'on recrute moins dans certains domaines. Ils ont plus de temps, fait que c'est peut-être le bon moment de leur expliquer que c'est important de rentrer de l'information dans leur ATS. Ben oui, mais après ça, le défi, c'est qu'ils confondent analytique en recrutement versus leur propre performance comme recruteur. Ah! Puis là, ils prennent Ouais. personnel. Ah, c'est comment c'est faire sûr. pour différencier ça. C'est sûr. C'est sûr. Ça aussi, il faut que ça leur soit bien expliqué, qu'on est là pour améliorer et non pas pour contrôler. L'analytique, c'est à ça que ça sert, c'est pour améliorer l'organisation et non pas pour contrôler des gens. Malheureusement, il y a des gens qui vont suivre l'absentéisme des employés puis qui vont aller tellement proches qui se rendent à l'employé que là, ça devient plus du contrôle que de l'amélioration. Ouais. C'est la même affaire avec les recruteurs. Pourtant, les recruteurs, c'est des gens compétitifs, donc ils devraient aimer pouvoir se comparer entre eux pour voir qui est le meilleur puis qui est le. Mais bon, c'est pas tous les recruteurs qui sont compétitifs. On en a deux et elles le sont. Voilà. OK. Donc, c'est pas mal tout le temps qu'on avait pour vous ce midi. Merci beaucoup d'avoir passé 1 heure avec nous. Donc, encore une fois, si vous avez d'autres questions par rapport aux indicateurs, on vous invite à nous contacter directement par courriel ou sur notre site Internet. C'est également possible. On vous rappelle que cette semaine, vous allez recevoir le sondage de satisfaction et la semaine prochaine, la présentation et l'enregistrement si jamais vous voulez le revoir. Et on vous invite en grand nombre à notre prochaine activité, notre prochain webinaire qui aura lieu le 20 mai prochain sur les indicateurs d'équité, de diversité et d'inclusion. Donc, merci à tous d'avoir été présents et au plaisir de vous revoir le 20 mai. Et André, merci encore aussi à toi. Au revoir, tout le monde.